podcast dédié aux startups lyonnaises. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gone en Live, le podcast 100% dédié aux startups lyonnaises. Nous sommes en plein mois de juin, au moment où nous enregistrons cette émission. Il commence à faire très chaud sur Lyon. Avec les beaux jours, on enfile les manches courtes, on sirote une bonne bière en terrasse, avec modération évidemment. Et effectivement, on est tenté de prendre le vélo pour se rendre au travail ou partir en balade avec des potes. Seulement voilà, qui n'a jamais eu peur de se faire voler son vélo ou encore sa trottinette, son scooter. Pourtant, vous aviez pris toutes vos précautions. Vous aviez investi dans un cadenas assez onéreux, mais rien n'y a fait finalement. Rien n'y fait pour arrêter les voleurs et vous vous êtes fait dérober votre précieux moyen de transport. Et si finalement vous leur offriez l'odeur de la mort en guise de cadeau à ces vilains malfrats? Vous ne voyez pas du tout le rapport? Restez bien assis car vous allez voir que mon invité n'a absolument pas froid aux yeux. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Aiko Leroux, qui est fondatrice de la startup Cactus Lock. C'est un cadenas assez spécial et multifonctionnel qui permet de garantir la protection de votre vélo, votre trottinette, de votre scooter et plein d'autres choses. Bonjour Aiko, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Merci à toi. Alors juste Aiko, c'est pas la première fois qu'on se rencontre tous les deux. Nos chemins se sont déjà croisés il y a quelques mois en avril lors de la dernière édition de la Foire de Lyon. Alors pour expliquer rapidement le contexte de la Foire de Lyon, c'est une manifestation qui est assez importante qui se déroule chaque année à Eurexpo et qui met à l'honneur les entrepreneurs et les dernières innovations. Il s'avère qu'effectivement, il y a un pôle qui est dédié aux startups avec différents prix qui peuvent être à gagner. Et j'ai eu la chance, du coup, de faire partie des membres du jury. Donc, je me suis arrêté devant ton stand. Tu nous as pitché ton projet et vraiment, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Waouh !» C'est Nana. Elle a vraiment pas froid aux yeux parce que c'est vraiment un projet qui est génial. C'est hyper intéressant, un peu barré sur les bords, un petit peu, mais c'est ça que j'aime aussi. Donc je me suis dit, je suis persuadé qu'on peut aller beaucoup plus loin avec une interview pour en apprendre davantage. Donc vraiment, merci à toi de m'accorder ton temps pour cet entretien. Avec plaisir. Bon, il y a une chose, on va parler de plein de choses pendant cet entretien. Il y a vraiment une chose sur laquelle on va revenir dans un premier temps, comme souvent, c'est vraiment ton parcours en tant qu'entrepreneuse, qui est vraiment étroitement lié vraiment à tes études. Du coup, ce parcours entrepreneurial, vous allez le découvrir. On dit souvent que les entrepreneurs, ils arrivent à trouver des synergies avec leurs compétences, leur parcours, je dirais un peu plus académique. Et je trouve que t'en es vraiment l'exemple pour le coup. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Ouais, je peux parler de mon parcours, Ouais. mais en fait, je me suis pas rendu compte de cette synergie au début. Ah. Et en fait, je le découvre que maintenant où maintenant on est rentré vraiment dans le développement produit et on pousse très fort avec les laboratoires de recherche. Et donc aujourd'hui, je m'en rends compte parce que mes chercheurs, c'est des chimistes et je suis ingénieur chimiste. Mais avant, j'avais pas conscience de tout ça. Donc si on veut remonter un petit peu en avant, moi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée sans même que j'en ai conscience, puisqu'en fait, c'est parti de beaucoup d'années au conservatoire. Et puis un jour, j'ai revendu mon violon et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Parce que moi, j'étais pas vraiment la gamine qui achetait des bonbons. Et ça a toujours été, qu'est-ce que je fais de ce que je gagne? Et donc, je me suis dit, je vais acheter une réflexion derrière à chaque fois. Exactement, ça a toujours été comme ça. Et donc, j'ai acheté un appareil photo. Mon parrain est photographe, je pense qu'il y avait déjà quelque chose, mais j'ai acheté un appareil photo. Et puis, j'ai commencé à photographier mes copines, à photographier mes animaux. Et puis, petit à petit, ça a grandi. J'ai été repérée par la presse. J'ai bossé pour la presse sportive. Et ça, j'ai immatriculé ma boîte, j'avais 16 ans. Et donc, forcément, avec le temps, j'ai pris goût à ce côté freelance. Et je pense que ça m'a plus ou moins forgée parce que cette idée de vouloir apporter de la valeur aux choses et gagner de l'argent en apportant cette valeur, ça a quand même quelque chose de très précieux. Et donc, après, j'ai continué. Je suis arrivée en prépa. Ça a fortement ralenti mon activité.
Et puis ensuite, derrière, je suis arrivée en école d'ingénieur et c'est à ce moment-là que Cactus est né. C'est au début de mon école d'ingénieur. Ok. Et donc, c'est en arrivant en école d'ingénieur que Cactus est né, puisque en école d'ingénieur, en première année, on nous a demandé de faire un projet de création d'entreprise. Et donc, soit on faisait ça au sein même de l'école, jugé par les ingénieurs chimistes de l'école, soit on faisait ça hors école d'ingénieur, via le centre d'entrepreneuriat, par un concours qui s'appelle Campus Création. Et donc, moi, ayant déjà une petite fibre entrepreneuriale, je me suis dit non les gars, ça va pas être possible. Le BP, enfin le business plan jugé par des ingénieurs chimistes, ouais non, pas convaincu. Et donc allons nous challenger en faisant Campus Création. Et donc le concept même de Campus, c'est d'avoir pas d'idée, pas de projet, pas d'équipe, rien. Tu pars de zéro. Exactement, on part de zéro, on crée tout. On a eu plein d'idées pourries. Je me suis fait voler mon vélo en janvier. Et c'est à ce moment-là où c'est l'idée de Cactus qui est arrivée. Et donc, avec toute l'équipe de Cactus, tout l'accompagnement qu'on avait. Et donc, juste, Cactus a évolué avec le centre d'entrepreneuriat. J'ai continué. Et au fil du développement produit, c'est là où j'ai compris la synergie que j'avais avec l'école d'ingénieur et notamment la chimie. Parce qu'en fait, au début, moi je le voyais pas trop. Tu le voyais pas. Et d'ailleurs j'ai une professeure où j'en ai beaucoup parlé avec elle parce que moi ça me passionnait complètement l'entrepreneuriat. Et je lui disais mais je comprends pas parce que moi je le vois pas la chimie. Et elle me dit t'inquiète pas, un jour ça arrivera. Puis il y a quelques mois j'ai vraiment compris en quoi ça avait été utile. Ok, donc en fait t'as un peu une entrepreneuse dans l'âme. Une entrepreneuse en herbe aussi parce que ton aventure entrepreneuriale c'est aussi ton projet de fin d'études, si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire mûrir ce projet à Lyon plutôt qu'une autre ville? En fait, c'est par rapport au contexte. Ouais. Cactus est né dans Campus Création. Campus Création, c'est mené par le Centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, qui est mené par l'Université de Lyon. Mon école d'ingénieur, elle est à Lyon. Et donc, en fait, j'ai commencé à être accompagnée. C'est bien, t'as pas dit Saint-Étienne. Exactement. Mais il y a un pôle quand même à Saint-Étienne, mais je n'y suis pas. Et donc, en fait, j'ai commencé avec le centre d'entrepreneuriat. J'ai toujours été super bien accompagnée. J'ai continué. À côté, j'avais mon école d'ingénieur qui est à Lyon. Je faisais mes études en parallèle. Donc, en fait, je suis restée à Lyon. Mais aujourd'hui, la société est immatriculée à Romans-sur-Isère. Pour une raison très simple, c'est que notre production est là-bas. Et donc, on a immatriculé là-bas. Ok. Tu l'as évoqué précédemment, mais tu as un parcours qui est scientifique, du coup. Finalement, j'imagine que tu adores cogiter. C'est vraiment le mec qui a fait une école de commerce qui va te poser la question. Mais vraiment, du coup, no judgment. En fait, est-ce que tu as rencontré pendant tes études des personnes qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont insufflé cette volonté de devenir toi-même entrepreneuse? Je pense pas que c'est pendant mes études que j'ai eu envie de devenir entrepreneuse parce que au final, en fait, quand j'étais freelance en photo, j'étais déjà entrepreneur. C'est juste que j'avais pas posé le mot dessus. Mais en fait, les freelances, c'est des entrepreneurs. Et donc, j'avais cet attrait à faire de moi-même, à grandir de moi-même, à pousser les choses, à faire évoluer les choses. Quand on a 16 ans et qu'on rentre dans la presse, c'est un milieu de requins. C'est pas un milieu facile. Moi, quand j'étais dans la fosse des photographes, qu'il y avait les vieux photographes derrière moi et que moi, je m'incrustais, j'arrivais devant, j'avais les codes de personne, je me faisais engueuler par tout le monde. Mais j'avais quand même ce culot d'arriver, rentrer et les gars, je m'en fous, j'ai un appareil photo pourri. Et mais poussez-vous, j'arrive, quoi. Et j'avais déjà ce truc-là. Donc, il y a personne qui m'a inspirée à être entrepreneuse. Je pense que j'avais déjà le caractère qui allait pour. Par contre, quand je suis arrivée dans ce milieu start-up, en partie avec Campus Création, pendant près d'1 an et demi, 2 ans, je suis allée à énormément d'after-work, networking et toutes des choses comme ça pour écouter les retours d'expérience parce qu'en fait, je pense que j'avais besoin de m'inspirer, de prendre de la graine, même si on pourra en reparler plus tard, mais je pense que c'est une très bonne chose, mais il faut pas passer ça dans la procrastination, dans la peur de passer à l'action. Et je pense que au bout d'un moment, j'ai fini par tomber là-dedans. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été ultra enrichissant d'entendre cette personne et de se dire, OK, peut-être qu'un jour, j'arriverai à ça. Et c'était quand même un sacré objectif, envahir le monde en tant que start-up, quoi. Après, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'ingénieurs qui complètent leur parcours avec aussi des formations un peu plus commerciales, en tout cas pour cadrer
un petit peu leurs idées, je dirais canaliser les idées pour éviter parfois voilà que ça parte un petit peu dans tous les sens. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas ça peut aider quand on bout un petit peu en termes d'idées. En tout cas être un peu plus rationnel. Est-ce que pour toi la case école de commerce, formation commerciale aujourd'hui, elle est nécessaire pour un ingénieur qui souhaite entreprendre ou pas forcément? J'ai un avis qui est extrêmement tranché là-dessus. Ah bah ça m'intéresse. Tu peux démolir ma formation en école de commerce, ça si tu veux. J'ai un avis qui est très tranché. Mmh. À CPE Lyon, donc qui est mon école d'ingénieur, on a la possibilité de faire un double diplôme avec l'EM, business médiation, parce que quand on est ingénieur, le côté commercial, c'est toujours quelque chose qui est pas facile. On a un cerveau qui est monté produit, c'est un fait. Si on regarde les stats, on n'est pas bons commerciaux, on n'est pas bons entrepreneurs. Et donc, il faut réussir à démolir tout ça pour éviter de mettre le produit au centre, mais mettre le client au centre et mettre le marché au centre. Et mettre le produit au service du client. Exactement. Voilà. Mais le produit, c'est pas ce qui doit passer en numéro 1 et on ne doit pas faire des années de développement produit pour au final arriver devant un marché qui correspond pas à ce qu'on a besoin parce que au final, juste on n'a pas écouté les besoins du client. On a développé un produit pour rien. Et donc, en fait, quand j'ai eu cette possibilité de faire le double diplôme avec l'EM, au début, je me suis dit, mais oui, mais carrément, mais ça va être incroyable. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais en fait, ça n'a aucun sens parce que tu vas passer encore des journées assises à écouter des gens parler, mais n'empêche que, et ça, je pense que c'est vrai partout, sauf pour les alternants, je pense que quand on écoute les gens parler, on n'apprend pas à faire. Et si aujourd'hui, on a autant d'étudiants qui sortent d'école et qui se sentent aussi déstabilisés, c'est parce qu'on n'a pas appris à faire. En fait, on sait théoriquement comment ça se passe, mais en fait, en réalité, on n'a pas appris. Pas assez de pratique, du coup, c'est ça? Exactement. Ouais. Et en fait, l'entrepreneuriat, ce que ça m'a appris, c'est à me vautrer des milliards de fois et d'y arriver parce que j'ai expérimenté des milliards de fois. Et ça, l'école nous laisse pas autant la possibilité. Et donc, écouter des profs d'école de commerce nous parler d'un marché, nous parler d'un besoin, ça m'apprendra pas à faire et ça m'apprend... Enfin, personne n'a jamais eu un livre en disant ta start-up, elle va marcher parce que tu as écouté 4 profs parler. Et ça, c'est véridique. Et donc, même si j'ai eu la possibilité d'aller en école de commerce, je pense pas que ça aurait été quelque chose d'enrichissant. Pour autant, je pense que c'est extrêmement intéressant d'aller soi-même sur le terrain, d'aller comprendre vraiment. Donc, quand on arrive dans une boîte, je pense que ça peut être ultra enrichissant d'aller et sur du pôle commercial et sur du pôle ingénieur parce qu'on va voir la réalité terrain, on va voir réellement ce que les gens attendent de nous et ça peut être intéressant. Mais je suis pas convaincue qu'en écoutant des gens parler, on apprenne réellement. De la plus-value, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Bon, je voulais qu'on se pense quand même un peu plus sur ton produit. Est-ce que tu peux me le pitcher en moins d'1 minute? C'est quoi Cactus Lock? Je peux même te le pitcher en une phrase. Bon, je vais pas te demander autant quand même. Cactus Lock, c'est un antivol pour les vélos, les motos, les trottinettes, les camions, les conteneurs. En fait, on fait de la protection d'objets de manière générale, d'objets ou de lieux. L'idée, c'est d'être plus dissuasif qu'un antivol classique, qu'un système de sécurité classique. Parce que le gros point fort de l'antivol, c'est qu'il est capable de réagir en cas d'attaque. Nous, on s'est dit, aujourd'hui, on a tous les antivols qui sont résistants. Les stats, elles sont formelles, il y a 84% d'échecs. Donc, si moi, aujourd'hui, je retourne dans mon labo et j'ai un test qui échoue 8 fois sur 10, juste, je m'acharne pas, en fait, je change de strat. Et donc, moi, ma strat, c'était, au lieu de résister encore et encore et encore pour qu'au final, ça ne fonctionne pas, juste, j'ai changé de stratégie et je me suis dit, si, au lieu de lutter contre l'outil, je luttais contre l'humain. Et donc, pour lutter contre l'humain, j'ai fait un antivol avec du gaz à l'intérieur. C'est un gaz qui est extrêmement olfactif avec un tas de biais cognitifs dont on pourra parler. Là, on arrive à la partie intéressante. Exactement. Et donc, dans mon gaz, il y a l'odeur de la putréfaction. Il y a une molécule qui s'appelle la putrécine. C'est réellement la molécule qui est dégagée des cadavres en décomposition. Ouais. Et donc, le but, c'est vraiment quand on a un antivol, si on vient le couper, le gaz s'étend, s'expanse. Et donc, dans ce contexte-là, il va falloir continuer à couper l'antivol si on veut voler le vélo, la moto ou ne serait-ce, peu importe, en fait. Et dans tous les cas, quand on est exposé, la molécule se fixe sur les capillaires. Et donc, l'odeur persiste sur la personne. Double peine. Exactement. Double peine, ok. Bon, c'est clair, précis, concis. Au moins, on va vraiment droit au but. La promesse, elle est vraiment claire. Moi, il y a vraiment une question qui me brûle les lèvres. C'est à quel moment dans ta vie d'étudiant tu te dis, ok, je vois ce problème de vol de vélo, entre autres, mais c'est valable pour plein d'objets de valeur maintenant aujourd'hui. Moi, au niveau des cadenas, je veux venir apporter finalement mes compétences de chimiste
c'est là où je vois la synergie, du coup, là-dessus, pour y rajouter une odeur, mais horrible, du coup. Je voudrais savoir, voilà, c'est quoi la méthodologie, du coup, de recherche, d'aboutissement sur cette molécule? C'est quoi le procédé, quoi, du coup, là-dessus? Mais la synergie, elle y était toujours pas à ce moment-là. Elle y était toujours Mais pas. moi, je la vois directement, hein, pour le coup, du coup. Mais maintenant, elle est claire, mais au début, elle y était pas. Parce que du coup, comme je l'ai dit, nous, notre but, ça a plus été de lutter contre l'outil, mais de lutter contre un humain. Pour lutter contre un humain, il y a 2 possibilités. Soit on lui coupe les bras, mais ça, c'est pas légal, il faut pas le faire. Ouais. Ça, c'est pas une bonne chose. Soit on agit sur son mental. Le mental, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et ça s'appelle les neurosciences. Et donc, nous, on a utilisé tout ça. Il y avait 2 possibilités. Soit on utilisait quelque chose qui est incapacitant, comme du gaz lacrymo, du gaz de poivre, etc. Et donc, par défaut, on basculait sur une arme plus ou moins catégorisée en fonction des quantités. C'est quelque chose qui est compliqué pour le déploiement commercial parce que derrière, il faut vérifier les cartes d'identité, il faut faire attention quand on stocke des grosses quantités. C'est réglementé, du coup, si vous passez par ces produits-là. Si on mettait du gaz lacrymogène sous une certaine quantité, on était réglementé. Mais ce qui posait réellement question, c'est parce que nous, par exemple, on va acheter des citernes de gaz lacrymogène. Et donc, comme c'est des énormes quantités, derrière, nous, il faut énormément d'autorisation pour le faire. L'antivol en tant que tel, c'est pas si compliqué. Donc, beaucoup de barrages sur la mise sur le marché. Exactement. Voilà. C'était vraiment ce problème-là. Donc, soit on va sur de l'incapacitant, mais c'est réglementé. Alors, à voir la hauteur. Soit on va sur d'autres choses qui ne sont pas incapacitantes. Et donc, nous, on est allé sur ce côté-là, même si au début, on a pris la première voie. Quelque chose qui n'est pas incapacitant, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il faut être suffisamment puissant, mais pas trop non plus, parce que sinon on est, sinon on est réglementé. Tu meurs sinon aussi, hein. C'est trop puissant, hein. C'est un peu ça. Ouais. Et donc l'olfactif, c'est quelque chose qui est terriblement puissant, et c'est des chercheurs qui nous en ont parlé de ça. Enfin, disons que c'est pas eux qui ont eu l'idée, mais c'est eux qui nous ont parlé de la puissance de l'olfactif. Et donc on a cherché une molécule olfactive qui parle à tout le monde. En l'occurrence, les cadavres, même si on n'a pas tous senti l'horreur, on peut imaginer l'odeur que ça a. Et il fallait aussi une molécule qu'on connaisse extrêmement bien vis-à-vis de la toxicité avec l'homme, vis-à-vis de la mise en place industrielle et vis-à-vis de tout ça. La putrécine, donc la molécule de la putréfaction, c'est une molécule que les médecins légistes côtoient tous les jours. C'est une molécule qui est faite dans des quantités astronomiques dans l'industrie, puisque on peut pas faire du nylon sans cette molécule-là. Et donc nous, on a repris des choses existantes et on l'a sorti de son contexte. D'habitude, on l'utilise en précurseur, donc en première molécule pour créer d'autres molécules. Et juste là, on l'a pris en olfactif. Et comme on la connaît bien vis-à-vis de l'homme, on l'a détourné de son contexte. Et après, nous, on a tout eu les process pour le mettre dans ce contexte-là. Mais en fait, l'idée au début, c'était pas de faire l'ingénieur chimiste, le chimiste fou. C'était juste de récupérer quelque chose qui est pas incapacitant, dont on connaît bien la réaction à l'homme, dont on sache déjà le faire parce que j'avais pas envie de monter une chaîne de production. Et donc, cette molécule, c'était un peu le candidat idéal. Ok. Tu l'as senti? Bien sûr. Ça serait terrible quand même d'avoir une entrepreneuse qui a un produit et qui n'a jamais testé son produit. Aujourd'hui, en fait, il y a aucun de mes chercheurs qui veut faire les tests. Hein. Je me demande pourquoi. Je comprends vraiment pas pourquoi. Pourtant ça va. Pourtant ça va quoi. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui fais mes tests puisque personne ne veut. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi la réflexion que je me suis fait aussi quand j'ai regardé un petit peu au niveau de la molécule. Moi, je dirais que tu t'attaques aussi effectivement à l'olfactif, donc à ce qui touche directement une personne, mais c'est limite animal en fait. C'est de l'instinct. Exactement. En fait, tu vois, on revient à quelque chose de très animal en fait derrière. C'est ça en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on est allé sur l'olfactif et c'est aussi pour ça qu'on est allé sur cette molécule-là, c'est qu'en fait, sur le moment, il y a quelque chose, juste en fait, imaginez un cadavre en décomposition avec des petites larves et les liquides qui sortent. C'est pas glamour, je vous laisse imaginer l'odeur. C'est ragoûtant pour personne et il y a personne qui a envie de s'y frotter. Mais en fait, derrière, ça reste une molécule qui est reliée à la mort et on est des êtres vivants et donc on a des instincts qui sont animaux justement. Et en contact avec cette molécule, il y a l'instinct de survie qui se déclenche et donc par défaut l'instinct de fuite. Et dans cet instinct de survie, le cerveau réfléchit plus vite et il y a des tas de mécanismes et c'est en partie grâce à ça que la molécule va tenir dans le temps et on va avoir l'impression de la garder sur nous même si c'est pas réellement le cas. Et donc en fait, c'était ça qui était réellement intéressant, c'est qu'en fait, on avait une molécule qui était pas toxique à l'homme, qui était pas réglementée, qu'on savait déjà produire et qu'il suffisait juste de manipuler correctement et de formuler correctement et d'avoir les bons process
pour pouvoir développer un produit intéressant sans se taper 15 ans de développement de produit, quoi. Ou de barrières Exactement. sur le Ou de marché, barrières à quoi. l'entrée. Ouais. Exactement. Moi, je voudrais savoir, voilà, bon, ce qui t'est passé par la tête, voilà, pour le coup, est-ce qu'il y a t'as vécu toi-même l'expérience du vol? Est-ce que, en tout cas, si tu l'as vécu, est-ce que ça t'a poussé justement à aller vers ce type de produit-là? C'est une expérience personnelle ou pas, du coup, le vol pour toi? Ouais, exactement. En fait, c'est pendant Campus Création, au début, on a eu des tas d'idées pourries, faut le dire. On avait imaginé des lunettes qui se règlent et qui se dérèglent pour les personnes SDF. Sauf qu'en fait, on concurrençait le marché du don, c'était une terrible erreur, fallait pas faire ça. Donc, en cherchant... pas très lucratif, quoi. Ah ben même pas du tout lucratif. Je pense qu'il y avait aucun marché, il y avait rien du tout là-dedans. Personne n'était capable de mettre de l'argent. Du coup. Très ingénieur. Très ingénieur, exactement. Finalement, du coup. Très produit, on est des génies, mais en fait, pas du tout marché, quoi. Et donc, on cherchait des idées. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis fait voler mon vélo. Il était 12h30, c'était devant un supermarché. J'avais 2 antivols de marque réputée. J'ai acheté un sandwich, une boisson, un dessert. Et je suis revenue, pouf, plus rien. Plus rien. Et en fait, on était déjà, mon vélo, il était tout beau, tout neuf, puisqu'on me l'avait offert pour l'entrée en école d'ingénieur. Et on est en janvier, faut le rappeler. Et ensuite, on était dans ce contexte de Campus Création où, en fait, on était obligé de réfléchir. On était obligé d'aller de l'avant et on cherchait une nouvelle idée, on cherchait tout ça. Donc forcément, en fait, on se met sur les chiffres, on comprend qu'il y a 84% de taux d'échec par rapport à l'antivol. Et en fait, là, le cerveau d'ingénieur refait surface, 8 échecs sur 10. Et en fait, juste, on se dit, on change de strat. Et la strat, de toute façon, il y a 2 variables dans un vol, l'humain, l'outil. Juste, si tout le monde fait l'outil, nous, on va faire l'humain. Ok. Bon, ça fait sens, du coup. Exact. Comment est-ce que tu as développé ce produit? J'imagine que, évidemment, tu t'es fait accompagner, par différents acteurs. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns, du coup? Il y en a des tas. Les principaux. J'ai une chance incroyable d'être terriblement bien accompagnée. Franchement, j'ai des personnes ultra précieuses à mes côtés. Qu'est-ce que tu as envie de créditer? De créditer. Je pense que le sales, je l'ai déjà pas assez répété depuis le début. Eux, ils ont été précieux. Et puis après, typiquement, j'ai des labos de recherche avec certaines personnes qui travaillent bénévolement pour moi. C'est le cas de Lorraine Chris au CNRS. J'ai Serge Renard, qui est un commercial d'expérience qui est à mon board aujourd'hui et qui me mentore extrêmement régulièrement. C'est pareil, il est extrêmement précieux. J'ai des tas d'entrepreneurs qui m'ont inspiré, qui m'ont dit une chose, et puis au final, en fait, ça m'a permis d'avancer fois 1000. J'ai des personnes qui m'ont botté les fesses parce que j'arrivais plus à avancer, parce que j'étais bloquée sur certaines choses. Il a fallu une phrase, une secousse pour qu'en fait tout se débloque. Aujourd'hui, Cactus serait pas là si j'avais pas eu autant de personnes autour de moi. Et c'est tout cet écosystème. C'est pas une seule personne qui a été précieuse. C'est tout l'écosystème mêlé ensemble qui a fait que ça avance aussi bien. Donc, juste, il faut du monde, il faut du réseau et c'est impossible d'avancer sans ça. C'est des rencontres après. Exactement. Je trouve qu'avec Cactus Lock, tu t'attaques vraiment à une vraie problématique, vraiment un problème global pour le coup. C'est vraiment celui du vol d'objets précieux ou d'objets de valeur en tout cas, même si certains vélos sont plus ou moins en bon état, par exemple comme les scooters, etc. Mais bon, quand même, ça reste des moyens de transport qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser au quotidien, donc c'est chiant quoi si on se les fait voler. C'est utilisé par des millions de personnes chaque jour, vraiment pour se rendre au travail, se déplacer, se balader. Je tenais juste à rappeler quelques chiffres que tu mentionnes de manière très juste sur ton site internet. Chaque année en France, il y a 580 000 vélos qui se font voler, soit c'est plus d'1 vélo par seconde, par minute. Ouais. C'est incroyable. Il y a 9 tentatives de vol sur 10 qui aboutissent. C'est vraiment énorme. Donc en gros, les cadenas servent à rien. On peut se le dire. 1 fois sur 10, quoi. Voilà. Si les voleurs sont dérangés ou voilà. Ce qui veut dire, si je te suis bien, que tous ces cadenas qui sont en vente aujourd'hui sur le marché, ils sont totalement inefficaces, et ce, peu importe leur prix. J'aime bien poser ce genre de questions parce que je sais que tu vas me répondre du tac au tac là-dessus. Ouais, c'est la question qui fâche, mais en fait, la réalité, moi, c'est les chiffres. Moi, je suis ingénieur de base, faut pas l'oublier. Et donc, si je ramène tout ça à une expérience, si je ramène tout ça à un médicament, vous prenez un médicament et vous le faites échouer 9 fois sur 10, vous prenez un Doliprane et dans 9 cas sur 10, ça fonctionne pas. Mais en fait,
tout le monde serait en train de crier en disant mais juste le Doliprane il est pourri les gars. Et je peux pas dire que les antivols actuels ils sont pas bons, mais en fait je pense que ils sont pas suffisamment efficaces en tout cas. Exactement, en fait voilà. Le voleur s'est adapté. Au début on a eu du câble, de l'antivol câble, et puis la tenaille est arrivée, puis ensuite on a eu de la chaîne, et puis le coupe-boulon est arrivé, puis ensuite on a eu du U et la disqueuse est arrivée, et puis ensuite on a eu du U super résistant et la disqueuse diamant est arrivée. Et en fait, il y a toujours cet alignement où on est toujours parti du principe qu'il fallait faire de la résistance. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, en moyenne, il faut 35 secondes pour casser un antivol. Vous faites le calcul, quand vous avez un vélo à 4 000 €, en 35 secondes, vous avez gagné 4 000 €. Plus l'investissement du cadenas qui a servi strictement à rien, du coup. Donc, il faut racheter derrière aussi, en plus du vélo, j'imagine, si on le retrouve pas. Exactement. Donc ouais. En fait, le problème, il y a rien qui est inviolable et le mien n'est pas inviolable non plus. Et il est évident qu'il y a des moments où ça ne va pas marcher. Quand on arrive avec un char d'assaut sur une porte blindée, oui, ça va casser. Oui. Par contre, mon objectif, ça a juste été, venez, on change de stratégie, parce qu'on a une stratégie depuis des années et des années et des années, et les vols, ils ont jamais diminué, ils se sont jamais stagnés, et donc, on a des vélos qui deviennent de plus en plus chers, on a des vélos aujourd'hui qui coûtent plus cher que des motos, bah juste, changeons de stratégie, voyons comment ça réagit, mais nous, on se base sur des principes humains. Le but, c'est pas de lutter contre l'outil, mais de lutter contre l'humain. Et le mental, c'est quelque chose qui est très puissant. L'instinct de survie, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et juste, on va faire notre max pour protéger ces vélos, même si, c'est indéniable, en fait, aujourd'hui. Il y a rien qui est inviolable. Voilà. Mais du moins, on va essayer de trouver des solutions pour sécuriser le maximum de vélos. Réduire le risque. Exactement. Du coup. Juste, de manière très franche, du coup, parce que je sais que t'es très franche, selon toi, les gens, ils perdent leur argent parce que la promesse, ça n'est pas tenue avec ces cadenas, actuellement, ou pas? Je pense avec certaines marques, on perd notre argent. Aujourd'hui, il y a des marques qui prônent 10 minutes de temps de résistance. Je vous invite à faire le test avec une disqueuse Lidl de 35 € et un disque diamant qui coûte 18 € chez Leroy Merlin. Je pense que les 10 minutes, vous allez être déçus, parce qu'il en tiendra peut-être au max du max, si je suis un petit peu objectif, 2 minutes. Donc, je pense que aujourd'hui, il y a énormément d'éléments marketing et ça, c'est triste parce que il y a des tas de personnes qui savent très bien que c'est faux et ils se retrouvent bouchés dans ces trucs-là on sait très bien que c'est faux, mais en fait, on n'a pas d'autre solution et on va acheter ça. Donc, je pense qu'il y a certains moments où on perd notre argent. Après, en fait, la sécurisation d'un vélo, d'une moto ou de tout objet, c'est un équilibre. À partir du moment où on a l'équilibre entre un vélo qui est plus ou moins attrayant et un antivol qui est plus ou moins dissuasif, normalement, on minimise les risques. Et donc, typiquement, je vais prendre un cas extrême parce que c'est facile. Mais si vous achetez un vélo à 50 € sur Le Bon Coin et que vous mettez un antivol qui, sur le papier, tient 10 minutes, normalement, votre vélo, il va pas disparaître. Par contre, à contrario, si vous prenez un vélo à 5 000 € et que vous mettez un câble où il faut 2 secondes et demie à la tenaille sans faire de bruit, là, ça va disparaître à coup sûr. À chaque fois, en fait, c'est une question d'équilibre. L'antivol, il fait pas tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des assurances. C'est pour ça qu'on a des trackers. Et donc, on perd pas notre argent. L'idée, c'est à chaque fois de minimiser le risque. Mais il y a avec certaines marques, oui, on perd notre argent parce que c'est des éléments marketing et purement marketing. Qui et tiennent pas leurs promesses. Scientifiquement parlant, il y a absolument rien. Ok. On va rentrer dans la partie que j'adore. C'est le modèle économique de ta startup. Aujourd'hui, tu as un site internet. Est-ce que c'est ton principal canal de commande, de précommande et ou vente? Est-ce que t'as une stratégie de développement au sein de points de vente physiques aussi en parallèle? Je pense notamment à des enseignes dédiées au sport comme Decathlon qui pourrait t'intéresser par ce type de projet. Je te vois sourire en même temps. Voilà. Mais voilà, est-ce que ça fait partie de ta stratégie et tout ça, ou est-ce que t'en es du coup là-dessus? La première chose qu'on a fait, c'est mettre en place un site. Et en fait, c'est même pas un site sur le papier puisque c'est une landing page. Et la landing page, c'est vraiment le site le plus simple possible pour pouvoir faire du test marché, de l'acquisition marché et comprendre les mécanismes d'achat parce qu'à chaque produit différent, des mécanismes sont différents. Donc l'idée, c'est de comprendre tout ça en changeant les mots régulièrement, en changeant les images régulièrement. Donc en fait, aujourd'hui, on a une landing page qui nous sert à comprendre comment ça fonctionne et être extrêmement proche de notre cible et de nos early adopters parce qu'aujourd'hui, du coup, tu l'as souligné, aujourd'hui, on fait de la pré-vente avec des early adopters qui ont pour but, pour nous de comprendre les mécanismes et puis 2, eux, de nous donner des retours. Des bêta-testeurs, c'est ça?
c'est pas vraiment des bêta-testeurs parce que c'est après le bêta-testeur, mais c'est des early adopters. Du coup, c'est les premiers adopteurs de la solution. Et une fois qu'on aura les retours de toutes ces personnes-là, ça nous a aussi appris à lancer la production, à tout bien ça. sûr. En fait, du coup, voir si ça tient, voilà. Exactement, c'est un apprentissage. Une fois qu'on a les retours de toutes ces personnes-là, on va lancer une V2. Et c'est cette V2 qu'on va déployer massivement en boutique. Notre canal numéro 1, ça sera les boutiques spécialisées. Tout ce qui va être les grosses chaînes, mais pas forcément les Decathlon, les Intersport, etc. Et toutes les boutiques spécialisées de vélo, de moto. Et secondairement, réparation, des trucs comme ça exactement, aussi. Exactement. Toutes les boutiques spécialisées qui sont focus, les trottinettes, les vélos, les motos, toutes ces boutiques-là, c'est notre canal numéro 1, c'est notre objectif. Et secondairement, on mettra quand même du site web parce que c'est quelque chose qui est important et parce qu'il est évident qu'on ne peut pas conquérir la France entière et le monde entier. On peut pas être de partout. Non, c'est pas possible. Mais bien sûr, on va avoir de la boutique et du site web, même si ça va être secondaire. Juste pour contextualiser un peu, comme tu l'as évoqué, tu es encore en phase de précommande du coup du produit. Donc il n'y a pas eu de lancement à grande échelle pour le moment. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il est prévu à peu près ce lancement et quels objectifs de vente tu souhaites atteindre? Ouais, en fait, on le prépare déjà. Ah, ok. On le prépare déjà parce qu'on n'a pas le choix et que l'idée, c'était vraiment d'être rapide. Moi, mes early adopters, aujourd'hui, on a fait 300 quantités qu'on va livrer là sur le mois d'août. Ouais. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir leur retour sur septembre-octobre. Une fois qu'on a leur retour, on a 2 semaines de modification produit et derrière, on lance la production Vous enclenchez, pour commercialiser. Et donc, en fait, mes premiers antivols en boutique, ça sera février-mars 2026. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vite parce qu'on a le marché qui nous le réclame, parce qu'on a les boutiques qui nous le réclament, et qu'en fait, aujourd'hui, ce marché, ce besoin, il est plus réellement à valider. Et juste, en fait, il faut apprendre maintenant à se déployer parce que ça a été validé. Donc oui, c'est prévu. Oui, il faut y aller maintenant. Et c'est dans notre vie. Mais t'as raison de passer par cette étape où tu fais des tests justement avec des premiers acheteurs tests entre guillemets qui vont te servir de V1 du coup là-dessus. C'est ça. C'est quoi le temps de fabrication d'un cadenas et ils sont produits où? Le temps de fabrication, il est long. C'est long? Il est long. On a 4 mois de production. C'est beaucoup. Pour un cadenas? Pour un cadenas. Waouh! Ok. Sachant que nous, on fait... Enfin, en fait, c'est de la chaîne. Hein. On a une caisse d'antivol qui passe d'une main A à une main B à une main C. Et donc, en fait, faire un cadenas, c'est nul, en fait. Enfin, on perd trop de temps. Et donc, nous, on fait des stocks. Mais on n'a pas une chaîne comme Amazon peut l'avoir. Nous, c'est vraiment c'est des stocks qui passent d'un endroit à un autre à différents avancements. Donc en fait, aujourd'hui on met 4 mois à produire un antivol, mais c'est par stock. Là, la première production, on en a fait 300. Derrière, on va passer très rapidement à 500, 700 mois, 1000. du coup, c'est ça? Exactement. Donc là, on l'a lancé pour livrer en août. Ok. Mais il y a quand même beaucoup de travail parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Il faut coordonner toutes les personnes. Il faut que ça s'automatise un petit peu. Exactement. Puis comprendre, on oublie toujours certaines étapes. Hein. Ah, on n'a pas mis de produit. Ah mince. Et donc, tout ça, c'est fait à Valence. Enfin, du moins dans le périmètre de Valence. On a des tas d'industriels locaux pour avoir la main dessus. Il y a aussi certaines étapes qui sont internalisées. L'idée, c'est vraiment de faire ça par des petits entre guillemets. On a certaines usines qui quasiment tournent que pour nous, mais l'idée c'est vraiment de faire travailler l'industrie locale pour avoir le contrôle sur la qualité, pour avoir le contrôle sur la production, mais aussi parce qu'en fait c'est terriblement enrichissant. Donc en fait on est fabriqué en France, même si, petite subtilité, le bloc serrure, ce n'est pas nous qui le faisons. On est en collaboration avec Auvray, qui est leader de l'antivol moto, et donc c'est eux qui font le bloc serrure et nous qui faisons la anse avec le gaz. D'accord. Ok. C'est quoi ta cible principale aujourd'hui? En fait, c'est quoi l'acheteur type de ton produit? J'imagine vraiment que c'est des personnes qui possèdent un vélo ou un objet de ce type, hein, en tout cas. Mais est-ce que tu as une tendance en termes d'âge qui se dégage, en termes de profil, de revenus? Je pense que tu as dû l'étudier, hein, on en a parlé juste avant l'interview tous les deux. Mais est-ce que finalement sur ce modèle B2C, tu sens vraiment quelque chose qui se dégage même dans la phase de précommande là? En fait, c'est très simple et c'est quelque chose où on n'a jamais eu beaucoup de mal parce qu'en fait, j'étais la première utilisatrice au final.
Moi, je suis la cible idéale, hein. Même si je suis un peu jeune, je pense qu'il m'aurait fallu 10 ans de plus. Mais globalement, en fait, les personnes qui m'achètent, c'est des personnes qui ont eu des antivols de marques réputées, qui se sont fait voler des vélos, qui ont soit racheté ces antivols parce qu'ils n'avaient pas le choix, soit arrêté le vélo et qui finissent par s'y remettre parce qu'on arrive et parce qu'on est là. Mais Donc sans en fait, solutionner le problème. Ils ont racheté quelque chose sans solutionner le problème, du coup. Parce que exactement. on se dit, je me suis fait voler mon vélo. Il y en a Donc, qui se sont arrêtés. Il y en a ouais, qui ont arrêté le vélo à ouais. cause de ce vol-là. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement rare, mais c'est plus de Mmh. 25% des personnes qui ont eu un Waouh, vol, hein. d'accord, OK. Ouais. Aujourd'hui, c'est un gros frein à la Mmh. mobilité, ces vols. Et donc, globalement, nous, on récupère ces personnes-là qui ont été déçues de toutes les solutions qu'il y a, et on leur redonne goût à la mobilité, à la liberté avec notre antivol. Puis après, on a aussi quelques passionnés de l'innovation et de tout ça, qui ont envie de nous faire confiance, qui ont envie de se lancer dans ce projet un petit peu fou, parce que c'est vrai que être early adopter, c'est un petit peu une aventure. Mmh. Est-ce qu'on considère du coup que c'est des produits qui sont, alors je dirais pas réservés, mais dont le cœur de cible aujourd'hui c'est plutôt des personnes qui ont plutôt des revenus modestes, ou alors ça reste quand même des produits, je dirais un peu premium, du coup comme le sont d'ailleurs, je dirais des cadenas de grandes marques, on va dire des cadenas classiques. En fait, malheureusement, Mmh. et c'était pas mon choix initial, mais en fait, on n'a pas le choix que de Ouais. faire ça. Au niveau des On coûts. peut pas être produit en France, Mmh. innover sur les matériaux, Ouais, je m'attendais à parce ce que qu'on tu me n'a pas le répondes ça choix. de toute façon. On peut pas innover Mmh. sur les matériaux, innover sur, le Mmh. gaz, innover sur, la fabrication, innover sur tout ça. Aujourd'hui, on a 4 volets d'innovation, il y a 4 choses que personne ne fait sauf nous, et donc on peut pas faire ça à 60 €, c'est absolument Mmh. impossible. C'est Et des donc choix après, voilà. Mmh. forcément, ça va sortir un antivol qui est cher, mais en même temps, quand on réfléchit, pourquoi mettre autant de moyens pour un vélo qui, au final, est pas si attrayant que ça? Oui. Encore une fois, c'est une question d'équilibre, et donc nous, on sécurise en dissuadant plus. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut dissuader plus? Les vélos qui sont Tu plus chers, et donc tu forcément, c'est Ouais. les personnes plus aisées. Tu travailles en fait sur là-dessus. Je pense que l'angle derrière, c'est aussi de se dire quelle est la valeur perçue en fait de mon produit par rapport au consommateur et au client. Je suis capable de mettre un prix élevé justement dans un antivol qui n'est pas efficace, en tout cas, parce que je me suis fait voler et que ça n'a pas été efficace. Là derrière, est-ce que un antivol du coup qui a un produit quand même qui a un certain prix peut fonctionner? Et pour le coup, c'est ce que j'ai vu en termes de positionnement. Vous n'êtes pas forcément plus cher que des marques, on va dire concurrentes sur des produits, je dirais pas basiques, mais traditionnels, je dirais Ouais. sur des antivols. On n'est pas Ouais. non plus sur le plus haut du Mmh. marché. Sur le haut du panier, ouais. Exactement. Là, en prévente, il sort à 180 €. Mmh. C'est pas énorme, hein, pour un Mmh. antivol comme ça. Derrière, en boutique, il sera à 260. Ouais. Ça peut paraître important, mais quand on regarde aujourd'hui un Abu Granit, qui est le meilleur antivol d'Abu, Bah, c'est ce que a j'allais te dire. priori, il sort à 300 €. Quand on prend un Hiplock, qui, selon toutes les revues, est le meilleur antivol sur le marché, il sort à 280. Ouais, donc vous êtes Nous, pas dans le. exactement, on n'est pas dans Mmh. l'exagération. On a Mmh. un antivol qui, techniquement parlant, est quand même extrêmement technologique, hein. On a la labellisation Deep Tech, on a 3 ans de développement avec des laboratoires publics. Donc derrière, en fait, c'est normal d'avoir un antivol qui, Mmh. coûte forcément un petit peu, puisqu'il y a de la tech derrière, et il y a un petit peu de recherche. OK. Bon, on va passer aux objections. Je sens que tu vas les démonter en 2 secondes, mais c'est pas grave. J'ai quand même fait cette partie-là, parce que je le fais à chaque fois. J'imagine, comme tu le sais, que être une entrepreneuse, c'est pas de tout repos. On a discuté quand t'es arrivé, hein, du coup, on court un petit peu de partout. C'est un condensé, aussi de réussite, d'échecs, vraiment de remise en question. Actuellement, à quel grand défi tu fais face dans ce projet? Est-ce que, c'est plutôt en termes de financement? Est-ce que, c'est en matière d'accompagnement? Est-ce que t'as des défis, du coup, à relever, du coup, sur ce projet-là? Oui, l'accompagnement, j'ai jamais eu de problème. OK. Le projet est né dans un incubateur plus ou moins. Ouais. Donc en fait, j'ai toujours été là-dedans, et en fait, j'ai jamais manqué de rien. Donc là-dessus, j'ai jamais eu de problème, et j'ai toujours eu une personne qu'il me fallait à un moment précis. Les financements, pendant longtemps, j'ai galéré. J'ai Comme beaucoup sorti de les rames, startups, j'ai parlé c'est il y a quelques temps avec des étudiants de l'INSA avant qu'on entende vraiment parler du projet, notamment par la presse.
Et au final, en y réfléchissant, je pense que j'étais dans ce mauvais mood parce que en fait, je galérais avec mes financements, il y avait rien qui arrivait. Puis au final, c'est vrai que les relations presse et la médiatisation, ça aide beaucoup. Donc en fait, aujourd'hui, l'objectif numéro 1, c'est d'aller faire notre levée de fonds. C'est un bel enjeu, hein. C'est pas facile de s'attaquer à une levée de fonds à 23 ans en étant une femme et en étant presque solopreneur. C'est vrai que c'est un gros enjeu, mais on s'y attaque et ça va le faire. Mais quel sentiment de fierté si ça fonctionne après derrière. J'imagine que tu as anticipé certaines objections de la part de tes acheteurs potentiels aussi sur ce produit. Ça n'a pas été dur à trouver pour moi là-dessus. Mais qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui aux personnes qui seraient pas convaincues par l'efficacité de ce dernier, ou alors vraiment qui trouveraient pour le coup c'est trop particulier, que c'est un peu un ovni du coup, parce que on parle quand même d'une odeur de décomposition. Tu leur réponds quoi à ces gens-là? Cactus, ça a jamais été Pas aller vous faire voir, hein, ça marche pas. Je suis jamais vulgaire. Bon, ça va. Je suis jamais méchante. Cactus, c'est sûr que c'est un projet qui fait parler de lui et qui laisse pas indifférent. On peut pas rester neutre. Sûr. Ouais. Et là-dessus, je pense que les médias m'ont beaucoup appris parce que à la fois, j'ai été complètement idolalisée. Enfin, c'était assez fou et il y avait des personnes qui m'envoyaient des messages comme si j'étais Dieu et c'était assez frappant. Et puis de l'autre côté, j'étais incendiée et on me traitait d'Hitler sur les réseaux parce que j'avais un antivol avec du gaz. Et ah ouais, j'avais pas du tout pensé à cette ouais. Si, ça a été violent et j'ai beaucoup appris de ça. On peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. C'est comme dans la vie. Les personnes qui ont trop de réticence, c'est ok. Et en fait, si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Moi, j'ai juste essayé de répondre à un besoin. J'ai juste essayé de rendre service à des personnes qui voulaient plus utiliser leur vélo parce qu'elles avaient peur du vol et que ça avait cassé toute leur liberté. Si vous avez pas envie de l'utiliser, vous êtes libre et c'est pas un problème en fait. Juste laissez les autres l'utiliser parce que juste eux ils kiffent et tant pis. Et les personnes qui auraient quelques réticences parce que en fait, c'est l'odeur de la décomposition, mais en même temps, c'est intriguant. On se demande comment ça fonctionne, on se demande comment ça va... Juste, qu'est-ce que c'est ? Il faut quand même rappeler que le cerveau est bien fait. Hein. On est des êtres vivants, c'est l'odeur de la décomposition. Ouais, aujourd'hui, je vous laisse 2 choix. Vous prenez un vélo à 4 000 € avec un antivol que vous allez casser en 40 secondes en faisant juste du bruit et personne ne vous dérangera parce que vous faites des étincelles et que un vélo, c'est toujours perçu comme peu cher. De l'autre côté, vous mettez le même vélo avec un antivol où vous allez faire du bruit et des étincelles comme n'importe quel antivol. Vous allez travailler dans un nuage qui est pestilentiel et vous aurez probablement quelques difficultés olfactives à ce moment-là. Et puis vous allez vous trimballer cette odeur-là dans le nez pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours en fonction de votre fatigue. Franchement, je vous laisse faire votre choix, mais moi, j'en connais pas beaucoup qui me disent franchement, moi, je trouve ça super fun d'avoir l'odeur de la putréfaction dans le nez. Du coup, c'est évident que je vais casser l'antivol qui va me faire chier pendant 3 jours. Personne fait ça, on est tous humains, on va toujours au plus simple. Et donc, à 2 choix, juste on prend le plus simple, le moins pénible, et on est tous comme ça. Que ça soit l'odeur de la putréfaction ou autre chose, on aurait pu mettre autre chose dedans, mais il n'empêche que juste on n'a pas envie de s'y frotter et c'est juste parce que c'est dissuasif. Et en plus, c'est naturel. Exactement. Donc, bio. C'est bio. T'es encore en phase de bêta test actuellement, enfin pas de bêta test, mais t'es sur une V1 du coup, avec des premiers acheteurs du coup qui ont précommandé ce produit. On en a parlé juste avant, donc qui va être lancé sur le marché du coup prochainement, donc en 2026. On l'a dit. C'est quoi tes perspectives dans les 5 ans à venir? Tu te vois où? Mon objectif premier, c'est vraiment de me déployer suffisamment en boutique, en France et à l'international. Aujourd'hui, mes early adopters, ils sont pas que français, ils sont pas que lyonnais. J'en ai au Canada, j'en ai aux États-Unis, j'en ai en Grèce, j'en ai aux Pays-Bas, j'en ai de partout. Et donc, ma volonté, c'est vraiment d'aller répondre à ce besoin qui est inassouvi partout en fait, et donc plus j'arriverai à me déployer, plus j'arriverai à répondre à ce besoin et plus je rendrai service et plus je rendrai de la liberté aux personnes. Donc juste mon objectif, c'est me déployer à fond et donner accès à cet antivol au max de personnes qui le souhaitent et juste qui font en fait, on veut retrouver notre liberté, donc go quoi.
L'objectif à terme, c'est est-ce que tu as l'idée de développer une gamme de produits à base d'odeur de la mort, du coup, de la putréfaction? Est-ce que c'est d'élargir ta gamme de produits? Tu y penses déjà ou c'est un peu trop tôt? Tu as vraiment envie de te concentrer sur ce produit-là déjà? Non, on y pense, c'est évident. Mmh. Faut pas oublier que mon cerveau, c'est un cerveau d'ingénieur, hein, de base, donc Ouais, donc ça fourmille un petit donc peu. c'est évident, en fait, on Mmh. y réfléchit. On va proposer plusieurs tailles d'antivol parce qu'on met pas la même taille d'antivol sur une trottinette, sur un Bien vélo haut sûr. de gamme, sur une moto, c'est évident. On sécurise aussi les camions, on sécurise aussi les conteneurs, on peut sécuriser des portes de garage, on peut sécuriser des tas de choses. Je peux aller sécuriser, si je voulais, par exemple, les réservoirs d'essence pour éviter les vols. En fait, Ouais. il y a des tas d'utilisations possibles du produit, c'est toujours la même tech, il suffit de le déployer dans d'autres situations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et à laquelle on réfléchit déjà maintenant parce que c'est intéressant, quoi. OK. Dernière question avant de conclure cette interview. Aujourd'hui, tu es presque seul, je dirais. Tu as utilisé tout à l'heure là, un terme que j'ai beaucoup aimé, solo-entrepreneur, c'est ça? Solopreneur. Solopreneur, ouais. Si je ne m'abuse dans cette aventure, voilà, t'es presque en solo. Est-ce que tu penses à agrandir l'équipe prochainement et sur quel poste, du coup? Ouais, j'ai 95% de la société aujourd'hui, les 5 petits pourcents, je les ai laissés à mon papa. C'est une aventure, Oh! je l'ai convié avec moi il y a quelques mois parce qu'il a énormément de choses à m'apporter sur de Mmh. la conception mécanique, sur des gaz sous pression, sur toutes les choses comme ça et puis aujourd'hui, c'est aussi lui qui a un pied-à-terre à Valence et qui check que la OK. qualité soit bonne, que les mesures soient bonnes. C'est lui qui sait parler aux industriels, du moins en termes techniques, parce que là, c'est le côté où Ouais. l'entrepreneur commercial ressort. Moi, c'est moi qui négocie les prix et c'est lui qui parle tech avec eux. Ah, donc t'as quand même une partie commerciale de ton côté aussi, du coup, quand même. Exactement. Ouais. Moi, au final, mon cerveau, même si de base, il est un cerveau ingénieur, j'ai un profil qui est très, très Mmh. commercial et c'est mon papa qui fait Mmh. vraiment l'expert Oh, mais matériaux et tout ça. je te fais confiance pour la négo, hein. Exactement, C'est ça? voilà, c'est ça. Donc vraiment, je me suis associée à mon papa avec ça. En ce moment, j'ai 2 stagiaires. OK. J'ai j'ai un super stagiaire qui fait tout, qui fait du sourcing, qui En envoie des 360. mails, Ouais. il est parfait, il est génial. Et j'ai une stagiaire qui est au laboratoire et qui finit les quelques manips qu'on a besoin de finir. En septembre, j'ai un super alternant qui va arriver. OK. Et après, très rapidement, il va falloir recruter du commercial Mmh. et une personne qui va gérer la logistique. Pour le déploiement? Exactement, Mmh. parce qu'on a ce déploiement et parce qu'aussi on a des tas et des tas de prestataires qui font la fabrication de l'antivol et tout ça, c'est un taf de fou à gérer Bien les sûr. quantités, les matières premières, etc. Donc oui, on va recruter, c'est une évidence. Bon, gardez l'œil ouvert, hein, du coup. Merci Aiko pour ton temps, vraiment ta transparence, ton franc-parler, ton enthousiasme. Je te souhaite vraiment plein de réussite pour la suite avec Cactus Lock. Merci beaucoup. Et pour vous qui nous écoutez, n'oubliez pas que Gone en Live est disponible sur Spotify, SoundCloud, YouTube. Suivez-nous aussi sur LinkedIn pour ne rien rater des prochaines interviews. On se retrouve très vite pour un nouveau portrait d'entrepreneur lyonnais. À bientôt. Buvez, surtout, restez hydratés. Voilà, c'est ça. Exactement, profitez de la soirée. Voilà. Et prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Exactement.